Chapitre 1. Camille était âgée exactement de 4900 jours, soit un peu plus de 13 ans, la première fois qu'elle effectua le pas sur le côté. Elle en était certaine, puisque c'est au moment où elle entreprenait des calculs savants pour connaître son âge avec précision, qu'elle descendit du trottoir sans s'en rendre compte et se retrouva au milieu de la chaussée, face à un énorme camion. Elle fut tirée de sa rêverie mathématique par le mugissement du klaxon. Le poids lourd fonçait droit sur elle, tout frein bloqué. Les pneus malmenés hurlaient, leur gomme fumante essayait vainement d'arrêter les 30 tonnes du monstre. Camille se figea sur place, incapable du moindre mouvement, tandis que son esprit de jeune surdoué analysait la situation. Malgré elle, elle nota qu'il était remarquablement stupide de passer les dernières secondes de sa vie à regarder arriver un camion. Son irrépressible curiosité l'empêcha de refermer les yeux et elle n'eut pas le temps de crier, ce qu'elle aurait adoré faire. Non, Camille ne cria pas. Elle se prit simplement les pieds dans une racine et tomba de tout son long dans l'herbe, le nez à quelques centimètres d'un superbe bolet. Boletus edulis, remarqua-t-elle à haute voix, car elle était friande de champignons et parlait volontiers le latin. Un petit scarabée à la carapace bleu turquoise passa près de son visage. Il se dirigeait vers le tronc de l'énorme pin qui les dominait, et Camille le suivit distraitement des yeux. Elle ne se trouvait plus au milieu de la chaussée, mais dans une forêt plantée d'arbres immenses. C'est alors qu'après un magnifique vol plané, un chevalier en armure s'aplatit à côté d'elle dans un impressionnant bruit de casserole. Camille commença à penser que quelque chose ne tournait pas rond. Elle s'assit, tandis qu'à côté d'elle, le chevalier se redressait avec difficulté, compte tenu du poids de son armure et du choc qu'il venait d'encaisser. « 1000 milliards de morpions fumants !» jura-t-il d'une voix de stentor. Il se tourna alors vers Camille, sans paraître surpris de sa présence. « Veuillez m'excuser, demoiselle, la joie du combat m'a fait oublier mes bonnes manières. Il faut avouer que les Tzlich, quoique fourbes et répugnants, sont de vaillants adversaires. Mais n'ayez aucune crainte, je maîtrise parfaitement la situation. » Camille, abasourdie, s'apprêtait à proférer une question, mais un hurlement suraigu la glaça de terreur et fit bondir le chevalier sur ses pieds. Une silhouette gigantesque se matérialisa devant eux, croisement incertain d'une montre religieuse géante et d'un lézard non moins démesuré qui se serait tenu debout sur ses pattes arrière. Un des avant-bras de l'être hybride, prolongé au-delà de sa main par une lame osseuse à l'aspect redoutable, s'abattit en un meurtrier arc de cercle. Le chevalier para le coup avec son impressionnante hache de combat, et, sous l'impact, recula de 3 bons mètres. La créature le suivit d'une démarche fluide et le frappa derechef. Le chevalier contra à nouveau l'assaut, réussissant cette fois à ne pas faire plus d'un pas en arrière, puis, à son tour, porta un coup puissant. Le monstre poussa un cri strident et bondit à l'écart avec une fulgurante rapidité. Il plaqua une main hideusement griffue à la base de son cou. L'acier de la hache y avait ouvert une profonde coupure, qui laissait s'échapper un épais liquide vert. Le chevalier voulut profiter de son avantage. En poussant un hurlement de guerre, il passa à l'attaque. Le premier coup de la créature le désarma, tandis que le second le fit décoller, le précipitant au milieu d'un roncier à plusieurs mètres de là. Camille grimaça en entendant le fracas de sa chute. Sa grimace s'accentua lorsqu'elle avisa une flaque de sang vert, à peu de distance de ses pieds. Le liquide gluant la fascina quelques secondes, le temps qu'elle remarque, juste à côté, une pierre bleue au bout d'une chaîne d'argent. Les mailles et le fermoir étaient ciselés avec finesse, mais c'est la pierre qui retint son attention. Parfaitement sphérique, elle avait un aspect irisé, des reflets mouvants et dégageait une fascinante beauté, en totale opposition avec l'agrafe qui la liait à la chaîne et qui reproduisait dans les moindres détails une main hideusement griffue. La hache du chevalier avait arraché le bijou au cou de son porteur. D'un geste complètement irréfléchi, Camille tendit le bras et s'en empara, puis elle leva la tête. Le monstre, qui s'était désintéressé du combat, d'ailleurs compromis faute d'adversaire, la regardait. Camille sentit son sang se figer dans ses veines. La créature, haute de plus de 2 mètres, était drapée dans une étoffe constituée d'anneaux métalliques entrelacés. Ses yeux immenses aux pupilles verticales brillaient d'un éclat sauvage et maléfique, tandis que de sa gueule aux croix serrées sortait un sifflement inhumain que Camille comprit pourtant clairement. « Te voici donc, Ewilan. Nous t'avons longtemps cherché, mes frères et moi, afin d'achever ce qui avait été commencé, mais tu étais introuvable. Et aujourd'hui le hasard nous offre ta mort. » Le monstre bondit en avant avec une effroyable rapidité et Camille n'eut que le temps d'éviter la vieille dame qui arrivait face à elle sur le trottoir. La femme ne lui accorda pas un regard, beaucoup trop captivée par le spectacle du camion immobilisé au milieu de la chaussée, une foule de personnes vociférant autour du chauffeur assis par terre,
l'air stupéfié. Camille inspira un grand coup. Son cerveau fonctionnait à toute allure, essayant de comprendre un tant soit peu ce qu'elle venait de vivre. La partie rationnelle de son esprit lui criait de tout oublier, ou au moins de le considérer comme un malaise passager accompagné d'hallucinations. Mais voilà, la pierre bleue, toujours serrée dans sa main gauche, l'en empêchait. Chapitre 2. Camille, Camille, oh Camille, tu es sourde ? La voix perça le labyrinthe de pensées dans lequel elle tournait en rond, et Camille leva les yeux. Son interlocuteur était un garçon de son âge et de sa taille. Il portait une magnifique coiffure de petites tresses, chacune d'elles décorée d'une perle, qui encadrait un visage rond à la peau noire, fendu d'un immense sourire. « Tu as oublié de te lever ce matin ? On ne t'a pas vu en classe aujourd'hui. »« Salim, qu'est-ce que tu as, ma vieille ? Encore un problème avec tes parents ? » ?»« Salim, je crois que je viens de passer dans un monde parallèle. » Le jeune garçon la regarda avec des yeux ébahis, plissa le nez, se gratta une joue. Un léger tic déforma sa bouche, puis, soudain, il éclata de rire. Un rire énorme et irrépressible. Il lui fallut plusieurs minutes pour reprendre son souffle, et il n'y parvint qu'à grande peine. « Salim, je ne plaisante pas, je suis vraiment passé dans un monde parallèle. »« Ne t'en fais pas, lança le garçon en se retenant de justesse d'exploser de nouveau. Ce sont des choses qui arrivent. Mon frère utilise souvent ce stratagème pour échapper aux martiens qui le poursuivent. Salim, je suis sérieuse, tu n'as pas de frère et, bon sang, ça s'est passé pour de bon. Pas de soucis, ma vieille, je te crois. Je suis convaincu depuis longtemps que tu ne vis pas dans le même monde que nous. Salim, arrête. D'accord, j'arrête. Mais dis-moi d'abord combien font 357 fois 629. 224 553, pourquoi ? Pour rien. Quelle est la capitale du Burkina Faso ? Ouagadougou. Mais qu'est-ce que t'occupe ? Qui a inventé le téléphone ? Graham Bell en 1876. Et un téléphone, c'était quoi au juste à cette époque ? C'était au départ un transmetteur relié par un circuit électrique à pile au récepteur placé un peu plus loin. Le pavillon acoustique de l'émetteur était muni d'une membrane qui portait en son centre un disque de fer disposé devant un électroaimant. Le récepteur possédait une membrane identique, posée sur un électroaimant cylindrique et... Stop ! Merci. Je voulais juste être sûr que tu n'étais pas devenue folle. Camille croisa les bras en regardant son ami dans les yeux. Elle sentait toujours la pierre au creux de sa main, mais elle n'avait plus envie de la montrer, pas même à Salim. Elle la fit tourner une dernière fois entre ses doigts, et la laissa tomber au fond de la poche de son jean. Ça roule, Salim. Maintenant que tu es rassuré, on se paye une glace ? Dac, ma vieille, c'est une idée d'enfer. Salim, je ne suis pas ta vieille. J'ai 4900 jours, c'est-à-dire exactement 4 mois et 18 jours de moins que toi. Si je te fais cadeau des heures. Cela dit, pour être vraiment honnête, je ne garantis pas le résultat à 100%. Tu sais très bien que je ne suis pas certaine de ma date de naissance. Mais quoi qu'il en soit, même si je mets en doute, et je le fais volontiers, ce qu'affirment mes parents, je suis absolument certaine de ne pas avoir plus de 14 ans, compris ? Je me disais aussi que pour une vieille, t'es pas mal. Ils continuèrent à se chamailler en s'éloignant le long du fleuve qui miroitait sous le soleil de mai, et atteignirent le parc où ils étaient sûrs de trouver leur marchand de glace favori. Derrière eux, sur l'avenue paralysée, les conducteurs commençaient à descendre de leur véhicule. L'attroupement grossissait autour du chauffeur qui refusait catégoriquement de remonter à bord de son camion. « Je vous dis qu'il y avait une fille sur la chaussée, là, juste devant moi, hurlait-il. Et elle a disparu d'un coup. » Mais Camille et Salim étaient déjà loin. Un peu plus tard, ils se perchèrent sur le dossier d'un banc en bois. Salim tenait une énorme glace à la fraise dans une main, tandis qu'une balle multicolore virevoltait dans l'autre. « Tout de même, s'exclama-t-il, je te trouve gonflé d'être allé à la bibliothèque plutôt qu'en cours. Ne t'en fais pas, Salim, j'ai calculé mon coup. Tu n'as pas peur que tes parents s'aperçoivent que tu as séché ? D'abord, ce ne sont pas mes parents, et, honnêtement, à partir du moment où je rapporte de bons bulletins et que je me tiens bien à table, ils se fichent complètement de ce que je fais. Et puis rassure-toi, c'était exceptionnel. » Camille mordit un bon coup dans son cornet à la vanille. Le froid sur l'émail de ses dents la fit grimacer, mais c'était comme ça qu'elle aimait les glaces, et non pas en les suçotant du bout de la langue. Salim venait de finir la sienne. Il descendit du banc et se campa face à Camille. Il sortit 2 balles supplémentaires de son blouson et commença à jongler. À 2 mains d'abord, puis avec une seule. « Tu as vu, Ewilan ? La classe, non ? Lança-t-il. Le soir, je m'entraîne avec 4 balles. Bientôt je te montrerai ça. Comment tu m'as appelé ? Surpris par le ton de sa voix, Salim laissa tomber ses balles. Cool, ma vieille, j'ai sorti ça comme ça, se justifia-t-il en souriant. Pas la peine d'en faire un fromage. Je veux juste que tu répètes ce que tu viens de dire, Salim, ordonna Camille d'un ton tranchant. Tu dois être capable de te souvenir d'un mot que tu viens de prononcer, non ? Salim la regarda avec de grands yeux ronds.
Elle ne plaisantait pas et la scène offrait un contraste saisissant avec le caractère posé et enjoué qui était habituellement le sien. Et Willan, je t'ai appelé Willan. J'ai sans doute piqué ça dans un film ou dans une BD, mais si ça te fait cet effet-là, c'est sûr que je ne recommencerai pas. Camille l'observa quelques secondes. Les paroles menaçantes du monstre résonnaient encore à ses oreilles. Il l'avait appelé ainsi, Ewilan. Pourquoi Salim avait-il employé ce nom, juste après qu'il avait été prononcé par cette créature? Camille se passa la main dans les cheveux. Excuse-moi, je me suis un peu énervé, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Salim faillit hasarder une plaisanterie, mais devant la mine déconfite de son ami, il renonça. Je crois qu'il vaudrait mieux que je rentre, ajouta Camille. Je n'ai pas envie de me prendre un savon en arrivant en retard. Les deux amis se dirigèrent vers le portillon donnant sur l'avenue. Assis sur le dossier d'un banc, 5 adolescents les toisèrent alors qu'ils passaient devant eux. Oh le nègre, c'est quoi cette coiffure de fille? Celui qui avait parlé était un grand échalas, vêtu d'un pantalon trop large, de 3 tailles et d'un t-shirt informe. Les autres éclatèrent d'un rire mauvais. Salim les ignora, alors que Camille, outrée, ralentissait. Son ami la prit par le bras pour l'inciter à avancer plus vite. Elle résista. T'as peur qu'on te bouffe ta copine, le... Camille ouvrit la bouche pour répliquer, mais Salim l'entraîna. Viens, murmura-t-il, ça ne sert à rien de discuter. Mais, viens, je te dis. Derrière eux, les insultes continuèrent à fuser. Camille enfouit la main dans ses poches. Quelle bande de débiles pollués du bulbe, lança-t-elle. Pourquoi tu n'as pas voulu que je leur rabatte le caquet? Parce qu'ils n'attendent que ça, qu'ils étaient plus gros et plus nombreux que nous, et aussi parce que j'ai l'habitude de ce genre de bêtises, rétorqua Salim en haussant les épaules. Il s'était exprimé sur un ton tranquille, pourtant Camille sentit qu'il était blessé, et son impuissance la fit grincer des dents. Quand ils se retrouvèrent sur le large trottoir bordant l'avenue, elle se retourna vers le parc. À une vingtaine de mètres d'eux, les 5 garçons, toujours assis sur leur banc, lui adressèrent une série de gestes vulgaires. Camille serra les poings. Elle détestait la bêtise, surtout lorsque, comme c'est souvent le cas, elle se teintait de méchanceté et de mesquinerie. Elle ferma les yeux, imaginant les 5 imbéciles tombant du banc et se couvrant de ridicule. Elle avait souvent recours à ce procédé quand elle était exaspérée. De nombreux profs s'étaient ainsi, à leur insu, retrouvés placés dans des situations loufoques ou embarrassantes au gré de ses coups de colère. Et elle imaginait une multitude de petits détails qui la faisaient jubiler, et peignait un tableau intérieur d'une rare précision qui la libérait et lui permettait de retrouver rapidement le sourire. Cette fois-ci, elle se surpassa. L'image mentale qu'elle dressa était d'une telle véracité qu'elle faillit éclater de rire. À côté d'elle, Salim sursauta. Camille ouvrit les yeux. Le banc où se tenaient les 5 garçons venait de basculer, les projetant sur l'herbe dans un délicieux enchevêtrement de jambes et de bras. Il y a une justice dans ce monde, jubila Salim. Tu as vu ce tas de nouilles? Camille ne répondit pas. Elle était vaguement inquiète, comme si la situation recelait un danger potentiel. C'est vraiment génial, continua Salim. On dirait 5 grosses bouses de vache. Camille sourit. La joie de son ami était contagieuse. Elle lui tapota cependant l'épaule. C'est bon, Salim, on y va maintenant. Ils ne vont pas se rouler par terre toute la soirée juste pour te faire rigoler. En effet, les garçons se relevaient lentement, l'air davantage meurtri qu'il n'aurait dû l'être, après une chute somme toute bénigne. 2 d'entre eux boitaient, tandis qu'un 3e se tenait les côtes en grimaçant. Camille et Salim se séparèrent un peu plus loin. Salim traversa le fleuve pour rejoindre sa cité. Camille, elle, se dirigea à grands pas vers la tour romaine. Elle la dépassa au moment où la grosse horloge, à son sommet, sonnait 6 coups. Elle savait très bien que ses parents attendraient qu'elle respecte à la lettre les rares consignes qu'ils lui donnaient. En l'occurrence, être toujours rentrée avant 18 heures. Le châtiment qu'elle encourait en dépassant l'horaire variait en fonction du nombre de minutes de retard. Un quart d'heure n'impliquerait qu'un petit sermon qui, par avance, la laissait indifférente. Elle était par contre beaucoup plus troublée par ce qu'elle venait de vivre. La scène à laquelle elle avait assisté était strictement identique à celle qu'elle avait imaginée et cette similitude ne pouvait être fortuite. De là à penser qu'elle était responsable du basculement du banc, il n'y avait qu'un pas qu'elle se refusa à franchir. Tout doux, ma grande, se morigéna-t-elle. Tu n'as pas de diplôme de sorcière, que je sache, et la télékinésie n'a pas encore été inventée. Garde les pieds sur terre. Elle avait prononcé cette dernière phrase à haute voix, signe qu'elle était vraiment troublée. Aucune importance, elle était seule dans la rue. Chapitre 3. Après la tour romaine commençaient les quartiers cossus de la ville. Maisons majestueuses, piscines luxueuses, clôtures en fer forgé. Camille habitait une des plus belles demeures au cœur d'un jardin ceint de hauts murs. Elle appuya sur le bouton du vidéo-interphone. Un voyant s'alluma
et l'un des battants du portail s'ouvrit. Plongée dans ses pensées, elle remonta l'allée. Les massifs de rosiers étaient en fleurs, mais Camille les ignora. Elle poussa l'imposante porte d'entrée. Sa mère l'attendait dans le hall. Madame du Ciel était une grande femme sèche, aux cheveux d'un blond très pâle, tirés en arrière. Elle aurait pu être jolie si elle avait appris à sourire et si son regard avait dégagé plus de chaleur. Elle était vêtue d'un tailleur strict, confectionné par un couturier de renom, et se tenait droite, les mains jointes dans le dos. Eh bien, Camille, il semble que vous ayez de réelles difficultés avec l'heure. Je constate qu'il est 18h15 et que vous avez un quart d'heure de retard. Si on y ajoute les 10 minutes que toute jeune fille bien élevée doit retrancher à sa ponctualité, nous arrivons presque à une demi-heure. Qu'avez-vous à dire en guise d'explication ? Camille n'avait aucune envie de se lancer dans un combat qu'elle savait perdu d'avance. Elle préféra, une fois de plus, faire le dos rond. Rien, madame, si ce n'est que je suis désolé. Bien, au moins vous exprimez-vous sans arrogance, ce qui, malheureusement, n'est pas toujours le cas. Vous ne regarderez pas la télévision cette semaine, et de mon côté, je ne parlerai pas de cet écart à votre père. Est-ce entendu ? Oui, madame. Alors vous pouvez vous retirer dans votre chambre. Le repas sera servi à 19h30 ce soir, car votre père doit sortir. Jugeant la conversation close, Madame du Ciel se dirigea vers le salon. Camille fut soudain prise d'une envie irrésistible de provoquer cette femme qui cultivait la froideur comme d'autres les bégonias. Vous ne voulez pas savoir ce que j'ai fait aujourd'hui ? Madame du Ciel ne se retourna même pas. Et si vous appreniez que je ne suis pas allé en classe ? Madame du Ciel s'immobilisa et posa une main sur une fragile commode. Elle tourna lentement la tête vers Camille et lui jeta un long regard scrutateur. Nous serions très déçus. Nous vous avons beaucoup donné, Camille. Soyez donc toujours attentive à vous rappeler vos devoirs, mais cela n'était qu'une boutade, bien entendu. Bien entendu, affirma Camille avec son plus charmant sourire. Et maladroite, je le crains. Ce n'est rien. Allez maintenant. Camille gagna sa chambre en se demandant pour la 1000e fois si cette femme qui se prétendait sa mère éprouvait pour elle la moindre affection. Elle ne se remémorait rien de ses parents, ni de sa petite enfance. Elle avait appris que les premiers souvenirs conscients d'une personne datent en général de sa 3e année. Or, elle ne se rappelait rien avant ses 6 ans. Son premier souvenir était par contre très net. Elle revoyait d'une manière précise le bureau du juge qui accordait sa garde à monsieur et madame du Ciel, ses parents adoptifs. Elle se souvenait de ce qui avait été dit ce jour-là, comme elle se rappelait parfaitement ce qu'elle avait vu, entendu ou lu depuis. Mais elle avait beau chercher, nulle part dans ses souvenirs, il n'y avait trace d'un geste d'amour des du Ciel envers elle.